Madame, Monsieur, bonsoir et merci de choisir la TFC pour vous informer. À présent, les titres de ce journal. L'égalité salariale désormais inscrite dans la loi en Islande. Dans ce journal, nous nous rendrons en Afrique du Sud, où Jacob Zuma, sous pression, refuse de quitter l'ANC. Les élections municipales en Guinée-Conakry sont décriées par l'opposition. Ravagées par la guerre, les écoles soudanaises rouvrent bientôt. Lors de sa récente visite au Sénégal, Emmanuel Macron a annoncé 15 millions d'euros d'aide pour lutter contre les changements climatiques dans ce pays. Et enfin, nous irons aux États-Unis où les Eagles de Philadelphie sont sortis vainqueurs du Super Bowl, une première dans l'histoire de cette équipe. Retour sur ce plateau où nous allons en Pologne, où une loi controversée sur la Shoah votée en Pologne a provoqué l'indignation en Hongrie. Pour les historiens hongrois, cette loi est une déformation de l'histoire. Pour Israël, c'est une tentative de nier le génocide juif. Reportage. La vague d'indignation se poursuit après le vote en Pologne d'une loi controversée sur la Shoah. Elle entend punir jusqu'à 3 ans de prison ceux qui attribuent à la nation des crimes commis par les nazis en Pologne occupée. En Israël, ce texte est perçu comme une tentative de nier l'Holocauste. C'est aussi le sentiment de cet historien hongrois. Il est inacceptable pour moi, un historien, une personne libérale, de menacer quelqu'un de prison parce qu'il ou elle donne son opinion sur la base de données issues de la recherche. Les législateurs polonais ont suivi la voie turque. Ils contrefont leur propre histoire. Vous écopez de 3 ans de prison en Turquie si vous dites qu'il y a eu un génocide arménien en Turquie. Aux yeux de l'exécutif polonais, il s'agit en priorité d'empêcher qu'on utilise l'expression « camp de la mort polonais » à propos de ceux installés par les nazis en Pologne occupée. Ils utilisent l'histoire comme un moyen politique. L'histoire n'est pas considérée comme une science par le gouvernement polonais. C'est un outil de sensibilisation nationale. La Pologne veut couper toute discussion sur la façon dont certains Polonais ont collaboré avec le régime nazi ou ont participé à tuer des Juifs. Avant le début de la guerre, la Pologne abritait la plus grande communauté juive du monde avec plus de 3 millions de personnes. 90% d'entre elles ont été exterminées. L'Islande a rendu obligatoire l'égalité salariale entre les femmes et les hommes après avoir voté massivement une loi contre les inégalités sociales. Les employeurs maintiendront les écarts de salaire devant s'acquitter d'une amende. Plus de détails dans cet élément. C'est le pays le plus paritaire du monde selon un classement du Forum économique mondial. Et l'Islande enregistre encore en moyenne un écart salarial de 16,1% entre les hommes et les femmes. Un écart qui devrait se réduire. Depuis le 1er janvier, les entreprises de plus de 25 salariés devront prouver qu'un homme et une femme gagnent autant, au même poste et à expériences égales. C'est un outil intéressant et utile. Nous pouvons l'utiliser pour supprimer l'écart salarial. Je suis pour à 100%. Cela va nous aider. Cette mesure vient compléter l'arsenal juridique de l'Islande pour promouvoir l'égalité homme-femme. Sur le papier, l'égalité salariale est obligatoire depuis 1961. Avec cette nouvelle loi, ce sera aux entreprises de justifier les écarts et non plus aux plaignants d'apporter la preuve de la discrimination. C'est tout le sens de cette règle pour l'homme qui en est à l'origine. Bien sûr, cela peut être critiqué, de renverser la justice comme cela, mais c'est une question de droits humains. À travail égal, salaire égal. Si l'égalité homme-femme n'a pas de prix, elle a cependant un coût. Les entreprises débourseront jusqu'à 120 000 € pour se voir remettre un certificat de conformité de la part d'un organisme indépendant. En cas d'infraction, les amendes infligées pourront atteindre jusqu'à 400 € par jour. Les plus grandes structures ont jusqu'au 31 décembre pour se mettre en règle. Les plus petites bénéficient d'un sursis jusqu'en 2021. Selon les résultats quasi définitifs du scrutin portant sur 95% des bulletins dépouillés, Nikos Anastasiades a obtenu 55,9% des suffrages. Le président sortant de Chypre, le conservateur Nikos Anastasiades, a été réélu après s'être engagé à relancer le pourparlers de réunification dans la petite île méditerranéenne divisée depuis 1974. Des précisions dans ce qui suit.
À 71 ans, le président chypriote est réélu pour un deuxième mandat. L'ancien avocat conservateur Nikos Anastasiades a obtenu près de 56% des voix. Comme en 2013, il a largement battu Stavros Malas, un ancien ministre de la Santé soutenu par les communistes. À mettre au crédit du président sortant, le redressement rapide de l'île après une grave crise financière en 2013. L'économie était l'un des principaux enjeux pour les 550 000 électeurs. Notre rêve est de voir Chypre se développer pour les employés et pour créer des opportunités d'emploi pour les jeunes, afin qu'ils aient une chance dans la vie. Le président sortant a défendu son bilan. Il a fait campagne en insistant sur la poursuite des réformes, avec un programme faisant la part belle aux entreprises. Sur le front diplomatique, il a eu moins de réussite. Nikos Anastasiades avait pourtant relancé les pourparlers de réunification avec le dirigeant de la République turque de Chypre, au nord de l'île. Mais les négociations sous l'égide de l'ONU ont échoué l'an dernier. Le président réélu a été accusé par certains d'avoir freiné le processus, par crainte de perdre son électorat conservateur, peu enclin à faire des concessions aux Chypriotes turcs du nord de l'île. Sur le continent africain, en Afrique du Sud, acculé de toutes parts, le président sud-africain Jacob Zuma refuse toujours de quitter précipitamment ses fonctions, alors que les différents scandales qu'il touche dérangent le parti historique du pays, l'ANC. Le président Jacob Zuma, même affaibli, veut garder son poste jusqu'aux élections de 2019. Suivons ensemble cet élément. Le président sud-africain Jacob Zuma refuse de démissionner, même si la pression se fait de plus en plus croissante. Le chef de l'État s'est entretenu dimanche avec des hauts responsables du Congrès national africain dans sa résidence de Pretoria, mais les détails de cette rencontre n'ont pas été révélés. Une réunion d'urgence a été annoncée ce lundi entre le comité de travail national de l'ANC et le président pour discuter de son départ. Le leader de 75 ans qui fait face aux allégations de corruption est politiquement affaibli depuis l'arrivée de Cyril Ramaphosa, son vice-président, à la tête du parti au pouvoir en décembre dernier. Il devrait faire face à une nouvelle motion de censure le 22 février, même s'il a survécu jusqu'ici à plusieurs votes de défiance. Les partis d'opposition exigent de Zuma qu'il se retire avant son discours sur l'état de la nation jeudi. Pendant ce temps, des centaines de ses partisans manifestent dès ce lundi sous la bannière Hands of Zuma pour exiger que Zuma reste en poste jusqu'aux prochaines élections en 2019. Pour la tenue des élections en 2020, tous les Burundais devront mettre la main à la poche. Le gouvernement a commencé à déduire au moins 1/10 de l'argent des salaires mensuels des fonctionnaires. Les ménages, également sollicités, devront payer chacun une somme de 1,14 $. Les étudiants en âge de voter, quant à eux, contribueront à hauteur de 1,90 $ par an. Reportage. Le gouvernement burundais a commencé à déduire de l'argent des salaires des fonctionnaires pour payer les élections générales du pays en 2020. Les bailleurs de fonds internationaux ont suspendu leur aide au pays depuis la crise née de la victoire en 2016 du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat à la présidentielle. Les ménages, également sollicités par le gouvernement, devront payer chacun une somme de 1,14 $, selon le ministre de l'Intérieur Pascal Barandadjie. Les étudiants en âge de voter contribueront à hauteur de 1,90 $ par an. Les fonctionnaires contribueront à hauteur d'au moins 1/10 de leur salaire mensuel, a déclaré Barandadjie, ajoutant que l'aide étrangère serait également acceptée. La nation tributaire de l'aide doit désormais compter sur la perception des taxes intérieures et sur des recettes provenant des exportations de café et de thé. Des donateurs clés tels que l'Union européenne ont coupé leur soutien financier direct au gouvernement pour des accusations de violation des droits de l'homme et de répression des opposants, ce que le Burundi rejette. Plusieurs amendements proposés doivent encore être soumis à un référendum d'ici l'année prochaine. Ils visent à abolir la limite de 2 mandats et à allonger les mandats présidentiels à 7 ans. Le 1er février marquait le premier anniversaire de la disparition de l'opposant historique congolais Étienne Tshisekedi. Un an après, sa dépouille se trouve toujours en Belgique, même si son pays continue de lui rendre hommage. Reportage. N'est toujours pas enterré en raison de différends entre la famille et le gouvernement sur son rapatriement au pays. Les deux camps se rejettent la responsabilité. Reportage tourné à Bruxelles
et à Kinshasa, signé Alix Le Bourdon, Thomas Nicolon, Nicolas Germain et Clément Bonnereau. En la cathédrale Notre-Dame du Congo, les partisans d'Étienne Tshisekedi sont venus en nombre lui rendre hommage, avec au premier rang son fils, Félix. Le leader historique de l'opposition congolaise est décédé il y a tout juste un an, à l'âge de 84 ans. Ces Congolais se souviennent de son héritage politique. C'est Étienne Tshisekedi qui nous a appris de bannir la peur. Il nous a appris à combattre la dictature. C'est un héros national. Le monsieur reste toujours leader, il reste toujours gravé dans notre cœur par rapport à son histoire historique du pays. Un an après son décès, le rapatriement de la dépouille d'Étienne Tshisekedi n'a toujours pas eu lieu. Son corps est conservé ici à Bruxelles, où il était soigné. À l'origine de ce blocage, un désaccord entre la famille de l'ancien leader d'opposition et le gouvernement. Le clan Tshisekedi accuse le pouvoir de vouloir retarder l'inhumation par peur d'un soulèvement de la population. Le gouvernement, lui, affirme que la famille pose des conditions inacceptables. Nous avons été quelque peu surpris de la tournure que la famille voulait donner à cet événement triste en le politisant. On a voulu conditionner le rapatriement du corps du défunt M. Tshisekedi à des nominations qu'il fallait donner à M. Félix Tshisekedi, ce qui est totalement immoral. Mais je crois que nous sommes habitués aux escapades verbales de ce ministre qui est connu aujourd'hui mondialement pour ses mensonges. Je ne crois pas, ce n'est pas vrai. Nous avons eu des tas d'occasions de politiser cette affaire, notamment le mois de décembre. Un an après sa mort, on ne sait toujours pas quand le corps d'Étienne Tshisekedi quittera la Belgique et sera enfin inhumé sur sa terre natale. Comme annoncé dans les titres, rendons-nous en Guinée où l'opposition crie à la fraude aux élections municipales. Sidia Touré, le patron de l'Union des forces républicaines, et Selou Dalen Diallo de l'Union des forces démocratiques de Guinée dénoncent des fraudes massives lors des élections municipales qui viennent de se tenir en Guinée-Conakry. Élément. En Guinée, sitôt le bureau de vote fermé, sitôt l'opposition accuse le pouvoir de fraude massive. Parmi les voix les plus fortes qui dénoncent une manipulation des urnes lors des élections municipales de dimanche, celle de deux anciens premiers ministres. Sidia Touré, le patron de l'Union des forces républicaines, estime que la fraude s'est organisée à l'échelle nationale. Quant à Selou Dalen Diallo, qui dirige l'Union des forces démocratiques de Guinée, il a mis en garde le président Alpha Condé qui, de son point de vue, a volé l'élection avec l'aide de l'administration. Le chef de l'État lui-même avait appelé ses partisans, après avoir déposé son bulletin dans l'urne, à rester mobilisés pour refuser la fraude. Un climat de suspicion généralisé qui a provoqué des échauffourées entre les électeurs et entre les responsables de l'administration et les électeurs de l'opposition ou des candidats indépendants selon des témoins. Ces élections municipales sont les premières en Guinée depuis 2005. Les dernières organisées sous l'ancien président Lansana Conté avaient été remportées à 80% par le parti au pouvoir d'alors. À l'appel de la coalition de l'opposition, des milliers de Togolais sont descendus dans les rues de Lomé, la capitale, pour protester contre le régime de Faure-Gnassingbé. Rappelons que la crise dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest dure depuis septembre 2017. Élément. Au Togo, plusieurs milliers de personnes sont descendues de Lomé samedi à l'appel de la coalition de l'opposition pour protester contre le régime du président Faure-Gnassingbé. Des représentants guinéens et ghanéens, pays médiateurs dans la crise qui agite le pays depuis septembre, ont annoncé vendredi l'ouverture d'un dialogue le 15 février, précisant que tous les acteurs avaient accepté de suspendre les manifestations publiques. Mais les leaders de ce regroupement de 14 partis politiques ont maintenu leurs manifestations. L'opposition a toujours exigé des mesures d'apaisement, notamment le retrait des forces de sécurité dans le nord et la libération des partisans arrêtés pendant les marches et lors de l'incendie des marchés de Kara et de Lomé en janvier 2013, avant de négocier. Ravagées par la guerre, les écoles soudanaises rouvrent bientôt. Dommage collatéral de la guerre civile. Au Soudan du Sud, le secteur de l'éducation est dans un état catastrophique. Fin 2017, le gouvernement et l'opposition armée sont tombés d'accord pour libérer les écoles occupées et laisser les enfants y retourner. Reportage. Il y a 3 ans, dans cette école, les craies ont laissé place aux Kalachnikov.
La présence continue de groupes armés dans cette région reculée de l'ouest du Soudan du Sud a forcé les élèves et les enseignants à fuir. La guerre civile qui fait rage depuis la création du plus jeune État du monde en 2011 a laissé les écoliers totalement au dépourvu. L'école n'a plus rien, il n'y a plus de matériel. Donc nos enfants restent assis à la maison parce qu'on ne peut plus leur faire cours. Un nouvel accord de cessez-le-feu, signé fin 2017, interdit l'occupation d'écoles et exige des parties prenantes au conflit qu'elles libèrent les écoles occupées. Les autorités locales promettent désormais que les classes de la région seront bientôt réouvertes. En février, les enfants retourneront à l'école. Derrière moi, c'est un très bon établissement. Il y a 8 salles de classe et du mobilier scolaire. Le contrôle de cette zone a changé plusieurs fois de main entre les forces gouvernementales et celles de l'opposition. La mission des Nations Unies au Soudan du Sud effectue des patrouilles pour rencontrer les divers groupes armés et demander le respect des accords de paix. L'opposition armée s'est aussi engagée à laisser les écoliers regagner leur classe. Cette fois, donnons une chance à la paix. Il faut que ce soit une paix durable, pas seulement pour aujourd'hui et demain. Nous ne voulons pas d'une autre guerre. Nous voulons que la paix revienne pour de bon au Soudan du Sud. Malgré la fragilité de la paix, rires et cris d'enfants devraient bientôt se faire entendre dans ces écoles. Et il y a urgence. D'après l'UNESCO, le Soudan du Sud détient le triste record du plus haut taux de filles non scolarisées. Rendons-nous à présent au Nigeria où la toute première bibliothèque mobile du pays fait son chemin dans les rues de Lagos. Ouverte en 2013, cette bibliothèque baptisée iRead contient plus de 1900 livres pour apprendre aux enfants le goût de la lecture. Je lis, traduit de l'anglais iRead, fait son chemin dans les rues de Lagos, capitale économique du Nigeria. Avec plus de 1900 livres, la toute première bibliothèque mobile du Nigeria, transportée par des camionnettes, parcourt les rues de Lagos pour apprendre aux enfants le goût de la lecture. Je suis allée dans une communauté d'Ilaro, près de Lagos, dans l'état d'Ogun. Et il y avait des enfants qui n'avaient jamais eu de livre. Funmi Iyori, la fondatrice de iRead, n'a jamais réalisé son rêve de fonder la plus grande bibliothèque d'Afrique. Mais aujourd'hui, elle ressent plus d'utilité à aider les couches les plus défavorisées. Je me suis rendu compte que les enfants avaient besoin d'y avoir accès. Nous avions des bibliothèques à l'école, mais les enfants n'étaient pas inspirés par la lecture. Alors, j'ai voulu trouver une idée qui les intéresserait, qui leur donnerait envie de lire. Cet après-midi, la camionnette fait escale devant l'école primaire Bethel, dans le quartier populaire d'Ifako, en plein cœur de Lagos. Ici, près de 200 élèves bénéficient gratuitement des livres de la bibliothèque qui regorgent d'écrits d'auteurs célèbres nigériens, comme L'autre moitié du soleil, roman de l'écrivaine nigériane Chimamanda Ngozi Adichie. Le Nigeria est le plus grand marché noir de la planète, dont c'est une réalité, et vous savez que nous allons tout avoir. C'est en 2013 que Funmi monte son projet de bibliothèque mobile et le propose à You Win Together, une bourse financée par le gouvernement nigérien pour encourager les initiatives de développement. Elle remporte 10 millions de naira, l'équivalent de 60 000 $ à l'époque, et achète un camion et un petit minibus. Grâce à la bourse et à des sponsors, elle emploie 13 personnes et dispose de 4 camionnettes. Elle se rend dans 4 à 6 écoles chaque jour et organise des ateliers de lecture avec des bénévoles les soirs et les week-ends dans des bidonvilles pour les enfants déscolarisés. Non loin de chez nous, le gouvernement ghanéen en guerre contre le blanchiment de la peau. En raison de leurs effets néfastes sur la santé, la vente des crèmes éclaircissantes est interdite au Ghana. Malgré cette censure, ces produits continuent d'inonder le marché ghanéen. Le détail dans ce reportage. Le Ghana a interdit l'année dernière la vente des crèmes éclaircissantes en raison de leur effet néfaste sur la santé des consommateurs. Une interdiction qui n'a pas empêché les commerçants de continuer à introduire ces produits cancérigènes dans le pays et aux utilisateurs de les acheter, mettant ainsi leur vie en danger, comme l'explique ce dermatologue. La peau est le plus grand organe et sous votre peau, vous avez beaucoup de vaisseaux sanguins. Donc, quand vous appliquez ces crèmes sur tout le corps,
parce que la majorité d'entre eux l'appliquent sur le visage et sur les mains. Ils sont absorbés dans le sang et plus que certaines de ces crèmes utilisées pour le blanchiment contiennent des métaux lourds comme le mercure et du plomb. Ils sont absorbés dans la circulation sanguine et ils affectent votre cerveau, ils affectent votre rein et ils affectent aussi votre foie. Parmi les campagnes de dissuasion, ce film d'animation La Barbie Noire, écrit et réalisé par cette cinéaste ghanéenne. Ce film raconte l'histoire d'une jeune fille née dans une famille à la peau claire et qui ne se trouve pas belle en raison de sa peau foncée et qui par la suite tente de s'éclaircir la peau. Les gens utilisent ces produits sur leur peau et cela a beaucoup d'effets à la fois physiquement sur la peau et aussi émotionnellement. Et à travers Black Barbie, le film que j'ai fait, je voulais éduquer les spectateurs sur l'amour de soi, aimer votre peau et ce que vous êtes, quels que soient les regards des autres. Ce film d'animation Black Barbie est en fait le reflet de sa propre vie. Comfort Artu, qui a déjà remporté des prix au Ghana Movie Awards, espère que son message sur l'amour de la peau noire sera entendu au-delà des frontières ghanéennes. Depuis plus de 3 siècles, la viticulture était le privilège d'une élite de quelques familles blanches. Mais la récente apparition d'une poignée de producteurs noirs a commencé à changer le visage de cette industrie. Reportage. Ce domaine viticole d'Afrique du Sud, près du Cap, a fourni 12 000 bouteilles de vin l'an dernier. Sa particularité, ici, la patronne est une femme noire, dans un secteur dominé depuis plus de 3 siècles par une élite de quelques familles blanches. Cela fait 13 ans que je suis viticultrice. J'ai lancé Aslina, ma marque, il y a près de 3 ans. Aslina existe depuis 3 ans maintenant. J'ai baptisé mon produit du prénom de ma grand-mère. En 2004, elle devient la première vigneronne noire, 10 ans après la chute du régime raciste de l'apartheid. Elle a étudié l'œnologie à l'université en décrochant une bourse totalement inattendue. Sauvignon blanc, Cabernet Sauvignon et Chardonnay, sa production est pour l'instant entièrement vendue à l'étranger. Aux États-Unis, en Allemagne, au Ghana ou à Taïwan. Lorsqu'on travaille dans le vin, on travaille avec la nature. Une fois que le vin a été tiré, puis a suffisamment vieilli et que vous pouvez enfin vous servir un verre, c'est tellement gratifiant. C'est comme un enfant qui vient de naître, un cadeau que vous avez attendu pendant si longtemps et qui est enfin là. Elle a rejoint une poignée d'autres vignerons noirs sud-africains. Ils ne sont que 2% dans la profession. Longtemps, la participation noire s'est limitée à ne fournir que des bras, souvent payés quelques bouteilles de vin. L'Afrique du Sud est l'un des 10 principaux producteurs de vin au monde. La plus grande difficulté des viticulteurs émergents, particulièrement lorsque vous êtes une femme noire, c'est de pouvoir garantir l'offre. Assurer à la fois la production et la création d'une marque nécessite un très gros investissement. Dans la plupart des cas, vous commencez d'abord par lancer votre marque, vous vous implantez petit à petit sur le marché et vous finissez par avoir vos propres vignes. Mais c'est un long processus. Aslina Wines vise les 18 000 bouteilles de vin en 2018 et rêve de conquérir un nouveau marché, la majorité noire sud-africaine, peu consommatrice de vin malgré l'émergence d'une classe aisée. Au Congo, ne parvenant pas à fournir de l'eau et de l'électricité de façon permanente, le gouvernement congolais a annoncé vendredi la dissolution de la SNE, la Société nationale d'électricité, et de la SNDE, la Société nationale de distribution d'eau. Suivant ce reportage. Le gouvernement congolais a annoncé vendredi la dissolution de la SNE, la Société nationale d'électricité, et de la SNDE, la Société nationale de distribution d'eau. Ces deux sociétés publiques avaient le monopole de la gestion de l'eau et de l'électricité dans ce pays, mais ont montré leurs limites. Le gouvernement congolais fait constater en effet que malgré des investissements importants consentis en matière de production, de transport et de distribution de l'électricité, la SNE n'a pas été en mesure de recouvrer un niveau de rentabilité et de viabilité suffisant. Même constat pour la SNDE en charge de la gestion de l'eau. Ces sociétés publiques ne parvenaient pas notamment à fournir ces produits de façon permanente aux ménages et attendaient toujours des subventions de l'État pour combler leurs déficits chroniques.
Brazzaville dit ne plus être en mesure de financer ses sociétés publiques à cause de la récession économique, d'où leur dissolution. Le porte-parole du gouvernement congolais annonce la création des sociétés anonymes à leur place. Parlons protection du climat à présent. En visite dans la ville de Saint-Louis au Sénégal, Emmanuel Macron, le président français, a annoncé une aide de 15 millions d'euros qui serviront à la construction d'une digue de rochers pour retarder l'effet de la montée des eaux. Objectif, lutter contre les effets du changement climatique dans cette partie du Sénégal. Reportage. Emmanuel Macron, le président français, annonce une aide de 15 millions d'euros pour lutter contre les effets du changement climatique. En visite dans la ville de Saint-Louis au Sénégal, l'hôte français a annoncé un renforcement de l'aide pour combattre l'érosion côtière qui menace l'ancienne capitale de l'Afrique occidentale française. Cette érosion côtière qui s'est accélérée ces dernières années, ce sont des vies bousculées, ce sont des habitations détruites, c'est de l'activité économique détruite, ce sont des populations qui vivent dans la peur, dans un endroit qui est l'un des plus densément peuplés d'Afrique. Donc notre responsabilité n'est pas simplement de venir, c'est aussi d'agir. Ces 15 millions d'euros serviront à la construction au cours de cette année d'une digue de rochers le long de la partie sud de la langue de Barbarie. Elle permettra de retarder l'effet de la montée des eaux qui ronge cette étroite bande de sable d'une trentaine de kilomètres de long, peuplée de 55 000 habitants. L'assaut des vagues a poussé 200 familles de Saint-Louis à déménager, soit environ 2000 personnes. Et à court terme, ce sont près de 10 000 qui devront être relogés, selon Louise Corde, directrice sénégale de la Banque mondiale. 25 millions d'euros ont également été annoncés par le président français. Ils serviront à la préservation et à la rénovation du patrimoine historique de l'ancienne capitale de Saint-Louis. Ces nouvelles aides viennent s'ajouter aux 24 millions d'euros qui seront débloqués par la Banque mondiale d'ici au mois de mars pour reloger 900 familles vivant dans les quartiers de pêcheurs les plus touchés qui perdront leur maison à court terme. Terminons ce journal par la finale du Super Bowl avec un prix moyen du billet à 5 700 $ et suivi par près de 114 millions de téléspectateurs à travers le monde. La finale du Super Bowl a vu la consécration pour la première fois de l'histoire du football américain des Eagles de Philadelphie devant les tenants du titre, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre 41-33. Reportage. C'est une première dans toute l'histoire du football américain. L'équipe des Eagles de Philadelphie a remporté le Super Bowl, la grande finale de la Ligue de football américain. Et pas face à n'importe qui, non, face aux tenants du titre, les Patriots de Nouvelle-Angleterre. Les Eagles, sans leurs meilleurs joueurs, mais avec toute la ville de Philadelphie derrière eux, l'ont emporté 41 points à 33. Pour les Patriots, champions en titre et meilleure équipe des 10 dernières années qui ont déjà remporté à 5 reprises le Super Bowl, c'est une défaite qui fait mal. Comme tous les ans, le Super Bowl a eu lieu le premier dimanche de février. Entre les matchs de 4 heures, les publicités à 5 millions de dollars les 30 secondes et le spectacle de la mi-temps, cette année avec Justin Timberlake, cette finale est suivie par près de 114 millions de téléspectateurs. Prix moyen du billet pour assister au Super Bowl, 5 700 $. C'est ici que s'achève ce journal. Nous avons été très heureux de le partager en votre compagnie. Merci de nous avoir suivis. Paix chez vous.